LVI et IM Productions présentent Les Chroniques du Studio, le podcast où l'on explore les coulisses de l'industrie musicale. Aujourd'hui, on est avec Tiffaine, qui va nous expliquer comment elle jongle entre sa carrière professionnelle chez TuneCore, un service de distribution musicale, et sa carrière en tant qu'artiste. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Chroniques du Studio. Alors pour ce nouvel épisode, j'ai la chance d'avoir une invitée très spéciale avec moi puisqu'il s'agit de Tiffaine. Merci Tiffaine d'être avec nous aujourd'hui. Merci à toi de me recevoir sur le podcast. J'adore ce média et je suis honorée d'être invitée sur un podcast, donc merci beaucoup à toi. Trop bien, c'est trop cool, je suis trop contente de t'avoir. Donc pour te présenter un peu, Tiffaine, c'est intéressant de t'avoir aujourd'hui puisque tu as cette double facette. En même temps, tu travailles chez TuneCore, qui est un service de distribution musicale, et à côté, tu as une carrière en tant actrice, pas du tout, en tant qu'artiste, puisque tu es DJ et aussi productrice de musique. Donc c'est trop cool de t'avoir pour ces deux aspects-là. Est-ce que tu pourrais te présenter, expliquer un peu ton parcours, qui tu es, d'où tu viens ? Ok. Moi, c'est Tiffaine, j'ai 27 ans. J'ai grandi et je viens de Brest, en Bretagne. Donc, j'ai fait toutes mes études, collège et lycée à Brest. J'ai toujours été hyper passionnée de musique depuis que je suis enfant. Et aujourd'hui, comme tu l'as dit, je suis à Paris, je travaille chez TuneCore, donc ça fait 4 ans et demi. Et aussi, je développe ma carrière en tant qu'artiste, DJ et productrice de musique électronique. C'est génial, franchement c'est génial d'avoir ces deux aspects-là, c'est hyper intéressant. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un peu, pour ceux qui ne connaîtraient pas, qu'est-ce que c'est TuneCore, qu'est-ce que c'est un service de distribution musicale ? Oui, alors TuneCore c'est un service de distribution digitale, donc c'est un service qui est ouvert à tout le monde. Donc en gros, ça fonctionne avec des abonnements. Tu vas sur le site de TuneCore, tu t'inscris, tu prends un abonnement et ensuite tu peux distribuer autant de musique que tu veux sur Spotify, Apple Music, Deezer et aussi tous les réseaux sociaux. Donc c'est un service sans engagement qui s'adresse principalement aux artistes émergents et à ceux qui débutent, parce que forcément la distribution c'est la première étape, une des premières étapes dans la carrière d'un artiste. Donc voilà. Ok. Et moi je suis d'ailleurs une utilisatrice de TuneCore, donc c'est d'autant plus cool de t'avoir aujourd'hui avec nous. Donc tu as dit que ça faisait 4 ans que tu travaillais chez TuneCore. Quel parcours tu as fait en tant que... tes études, qu'est-ce que c'était pour intégrer TuneCore ? J'ai toujours su que je voulais travailler dans la musique depuis enfant. Je cassais un peu les pieds à mes parents en disant que je voulais participer à la Star Academy et que je voulais être chanteuse. Ah oui, tu voulais être chanteuse initialement. Je voulais être chanteuse. Et c'est toujours le cas ou pas ? Tu veux chanter ? J'adore toujours chanter. Après, c'est pas quelque chose que je mets trop en avant, mais peut-être un jour, on sait pas. Bah carrément. Et on m'a vite fait comprendre que la musique et le fait de vouloir vivre de la musique, c'était compliqué, il fallait avoir les contacts, etc. Ce qui était le cas à l'époque. Du coup, j'ai un peu laissé ce truc-là de côté tout en continuant en faisant ma passion. J'ai fait du piano, de la guitare, du chant. J'avais aussi un groupe quand j'étais au lycée, on jouait dans des bars et tout, donc ça a toujours été là un peu en sous-marin. J'ai décidé de rejoindre une école de commerce parce que je savais pas trop ce que je voulais faire, et il y avait du coup la musique qui m'intéressait dans la vie mais aussi le voyage, et j'avais vu qu'en allant en école de commerce on pouvait faire des échanges universitaires et faire des stages à l'étranger. Initialement c'était pour partir à l'étranger plus que... Ouais, la vérité c'est que j'étais là. Oui, je comprends. J'étais là, je sais pas ce que je veux faire. Je sais que je veux voyager, vas-y, let's go, je vais en école de commerce. Trop bien. Après, il y a le prix étudiant qui me rappelle tous les jours ce choix, mais je regrette absolument pas. Et donc, je suis arrivée en école de commerce, j'ai commencé à faire mes premières expériences dans le monde pro. Donc, j'ai fait un stage de vente, j'ai fait un stage dans un incubateur de start-up de nanotechnologie, donc dans des milieux totalement différents d'aujourd'hui. Et après tout ça, je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse un métier au moins dans un secteur qui me passionnait, sinon ça allait la vie allait être très longue. Très longue, ouais, je peux comprendre.
Et c'est là que l'idée de travailler dans la musique est un peu arrivée, sauf qu'en école de commerce, on ne te parle pas du tout du monde de la musique. On va te parler des banques, des assurances, de tous les métiers un peu plus classiques, entre guillemets. Donc, je savais même pas, en fait, que c'était possible. Et ensuite, je suis partie en échange universitaire. Je suis partie aux États-Unis, en Norvège. J'ai fait un stage de 6 mois à New York aussi. Et là, ça m'a vraiment permis déjà de voyager, de rencontrer plein de gens avec des parcours totalement différents. Et surtout, aux États-Unis, je parlais toujours de la musique, forcément. Et c'est là qu'il y a plein de gens qui m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais? Genre, pourquoi tu fais pas ça? Après, les Américains, ils sont très... Ouais, j'ai l'impression que la mentalité est complètement différente, que là-bas, tout est possible pour eux, et on a l'impression que c'est possible. Alors qu'ici, en France, on te parle de musique, t'es là, mais t'es sûr? Est-ce que c'est safe? C'est un peu ça aussi, ouais. Puis quand tu vois dans les universités américaines, les choses qui sont mises en avant, c'est le sport et l'art. Tous les élèves qui font du sport au niveau, qui font de l'art, ils ont des bourses, etc. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus ancré dans la culture et c'est des jobs normaux, quoi. C'est un peu moins le cas en France. Et du coup, je me suis dit, c'est vrai et tout, let's go. Et c'est là que j'ai commencé un peu à chercher des stages dans l'industrie en France. J'ai pas trouvé tout de suite parce que forcément, c'est un milieu qui est extrêmement demandé avec peu de postes et beaucoup de gens qui postulent. Donc, c'est pas arrivé tout de suite. C'est arrivé quand j'ai fini mes études, mon Master 2 en école de commerce. C'était le Covid. Et donc, j'avais vraiment fini mes études. C'est bon, j'avais mon Master 2. Et je me suis rendu compte que ça allait être très compliqué de trouver tout de suite là un CDI dans l'industrie de la musique. Donc, j'ai découvert une école qui s'appelle l'EMIC. Donc, qui est une école qui forme au métier, en fait, lié à la musique. Donc, le master, c'est management des industries musicales. Et je me suis dit, je vais refaire un deuxième master en alternance. Comme ça va me permettre d'enfin pouvoir accéder à un poste dans la musique. Surtout que l'alternance, c'est le meilleur moyen, en fait, après, pour partir sur un CDI. Et c'est là que je suis tombée sur TuneCore. J'ai eu beaucoup de chance, ou je sais pas. Enfin, j'ai réussi à avoir le poste. Et depuis, du coup, 4 ans et demi, j'ai fait mon alternance. Ensuite, je suis passée en CDD et ensuite en CDI. Je suis chez TuneCore. Donc voilà, tout le déroulé. C'est vraiment cool. Ouais. Tu as eu toutes ces expériences-là et tout. Et je pense que partir à l'étranger, ça permet de se former énormément. Donc, ça a vraiment tout changé, quoi. Ouais. Toi qui es partie aussi. New York, c'était exceptionnel. Franchement, j'ai adoré cette année-là. Quelles sont tes missions principales au sein de TuneCore? Alors, je fais beaucoup de choses différentes chez TuneCore, mais si je devais définir un peu mon poste en une phrase, ça serait faire connaître le service sur le marché français à travers différentes activations. Donc, ça passe par les réseaux sociaux. Quand je suis arrivée chez TuneCore, il n'y avait pas de compte Instagram, ni rien du tout. Il n'y avait pas de canaux de communication, en fait, pour la France. Donc, ma première mission, ça a été de créer le compte Instagram, développer une stratégie, réfléchir les contenus, les mettre en place. Donc, les réseaux, c'est vraiment une de mes missions principales. Il y a aussi mettre en place des partenariats avec des acteurs du marché. Ça peut être des tremplins, des SMAC, des salles de concert, des studios. Aussi mettre en place faire des activations avec des créateurs de contenu. Donc sur YouTube, TikTok, Instagram. Aussi, je fais des rédactions d'articles de blog. Je crée sur tous les fronts. Je fais vraiment, en fait, tout ce qui va permettre... En fait, je pense que je pourrais dire aussi plutôt que mon poste, c'est un peu du business développement, vu que je développe le business à travers, en fait, vraiment tout ce que je peux faire, en fait, sur le marché français, en termes de marketing et de com. Aussi, je fais de l'événementiel. On a lancé un concept d'événement qui s'appelle le TuneCore Showcase. Très, très cool, d'ailleurs. Là, en septembre. Je parle beaucoup avec les artistes aussi. Forcément, au bout de 4 ans et demi, je commence à parler avec plein d'interlocuteurs assez différents, des managers, des producteurs, les artistes en direct. Je fais un peu de support aussi. On travaille aussi beaucoup avec les équipes américaines, parce que le siège est à New York. Donc, il y a beaucoup d'échanges avec eux aussi. Est-ce que tu faisais déjà quand tu étais alternante chez eux? Ouais, directement. C'était les mêmes missions, les mêmes tâches que tu avais à faire? Elles ont un peu évolué. Forcément.
elles ont évolué avec le business, mais c'est un peu similaire. Puis après aussi, j'ai pris un peu en responsabilité, je gère un peu plus de trucs, mais ça a toujours été ça en fait, marketing com, développer le business. Donc ouais, en résumé, je fais beaucoup de choses chez TuneCore et c'est ça qui est trop cool aussi, c'est de pouvoir toucher à tout, quoi. Carrément, ouais. Et du coup, tu parlais de TuneCore France, pour laquelle tu travailles. Vous êtes une petite équipe. Est-ce que tu peux parler un peu avec qui tu travailles, comment ça se passe? Du coup, comme je l'ai dit, le siège de TuneCore, il est à New York, aux États-Unis. Donc, la majorité des équipes sont là-bas. Et ensuite, sur le marché français, on est 3. Il y a Basile, qui est le dirigeant de TuneCore France, donc qui gère, qui chapeaute en fait la business unit sur le marché français, et Ilona qui travaille avec moi, donc en alternance sur tout ce qui va être création de contenu, montage vidéo et les réseaux sociaux. Donc c'est pour ça que vous gérez tellement d'aspects différents, parce que vous êtes une toute petite équipe finalement. C'est ça. Trop intéressant. Du coup, maintenant, on va parler un peu de différentes choses qui se passent sur TuneCore. Notamment, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'interviews des artistes que tu mets en place. Je pense que c'est toi qui gères ça, parce que c'est sur les réseaux sociaux. Comment ça se passe? C'est toi qui écris les questions? Est-ce que c'est toi qui demande aux artistes de faire les interviews? Comment ça se passe? Du coup, en fait, quand on m'a donné la mission de gérer les réseaux sociaux, pour moi, je voulais pas faire du contenu en mode regardez, on est TuneCore, on est le meilleur distributeur. Je me suis dit que la meilleure façon en fait de parler du service, c'était mettre en avant les artistes qui composent notre communauté. Donc c'est un des premiers contenus que j'ai mis en place. Donc au début, même toujours en fait, c'est moi qui fais la sélection des artistes, donc qui on va interviewer. Donc en général, moi je suis beaucoup en veille sur les réseaux, donc je regarde ce qui se passe, qui utilise TuneCore, est-ce qu'ils ont de l'actualité, est-ce que le projet me paraît intéressant. Et du coup, je gère, donc je propose à l'artiste de venir. J'ai développé aussi pas mal de concepts d'interviews parce que je voulais pas forcément faire des interviews classiques du style tu t'appelles comment, je suis quoi comme style de musique. Je voulais vraiment trouver un biais un peu plus fun, entre guillemets. C'est ça qui est intéressant. Et du coup, le concept s'appelle Dans le phone 2, donc ça tourne autour en fait du téléphone et de l'utilisation du téléphone en tant qu'artiste, mais in fine, ils sont quand même amenés à parler de leur projet et de ce qu'ils font. Donc j'ai écrit les questions. On est passé par beaucoup d'étapes. Au début, c'est moi qui filmais, qui faisais le montage, les sous-titres. Ah ouais, d'accord. On a acheté notre matériel, on a testé pas mal de choses. Jusqu'à au bout de 4 ans et demi trouver vraiment le bon format mais je suis toujours pas mal dans l'exécutif et la réalisation de l'interview, même si aujourd'hui il y a Ilona du coup qui m'aide pas mal sur le tournage, le montage vidéo et tout, mais et voilà, du coup. C'est cool de faire parler les artistes et tout, de les mettre en avant, ça c'est génial. Et ce format d'interview est intéressant. C'est des petites questions sur, comme tu as dit, dans le phone 2. C'est ça qui est cool. Tu les vois un peu, c'est plus humain, quoi. T'as plus envie de regarder complètement, ce genre de contenu. Et en plus, ce qui est cool, c'est que la plupart du temps, c'est leur première interview. Parce que, c'est ça. En général, quand ils sont sur TuneCore, ils débutent. Donc nous, on les approche vraiment au tout début. Et on a des super... quand j'ai commencé à faire les interviews en 2021, il y a des artistes que j'ai interviewés qui aujourd'hui font des trucs de fou, en fait. Et je suis là, putain, de voir la progression. C'est trop cool de voir les enfants grandir. Ouais, ça fait un peu ça, c'est trop chou. Non, mais c'est ça. C'est un peu ça. C'est trop cool. Ok, trop bien. Et je voulais aussi parler de la playlist TuneCore. Est-ce que c'est toi qui gères ça? Et aussi, comment ça se passe? Est-ce que c'est l'artiste qui doit demander à intégrer cette playlist ou c'est TuneCore qui choisit? Pareil, la playlist, c'est un des premiers contenus que j'ai mis en place, si ce n'est même le premier, parce que c'était le plus simple à mettre en place. Et du coup, c'est moi qui gérais à 100% des vues. Maintenant, il y a Ilona aussi qui est un peu avec moi là-dessus. Et c'est c'était dans le même objectif, en fait. C'est de mettre en avant les sorties qu'on a sur TuneCore. Donc, c'est tous les vendredis, 5 nouvelles sorties TuneCore.
Donc, comment je fais? Bah, en fait, c'est pareil. Genre, je suis en veille constante de qu'est-ce qui se passe. Des fois, je suis sur TikTok et je vois un son ou un truc qui a une petite effervescence. Je vais voir si c'est sur TuneCore. Si c'est sur TuneCore, je me dis, je garde le profil un peu en tête et s'il faut, je le mets dans la playlist. Après, on a beaucoup de demandes entrantes aussi. Des artistes qui nous envoient leurs sons, on les écoute, on les met, on les met pas. Par mail, ils t'envoient un mail comme ça non, plus sur les DM sur Instagram. Je vois. Et même du coup, en fait, au bout de 4 ans et demi, j'ai forcément des artistes qui ressortent des titres ou des managers qui gèrent plusieurs artistes qui vont me dire tiens, je distribue lui aussi avec TuneCore. Et du coup, ça fait que en fait, il y a j'ai plein de sources d'informations qui viennent à moi. Okay. Et ensuite, on choisit les titres qu'on met en avant sur TuneCore. Mais c'est souvent, c'est les dernières sorties, j'imagine. Ouais, souvent les dernières sorties. Okay. Alors, c'est pas forcément ceux qui sortent ce jour-là. Des fois, ça se peut que ça fasse 2-3 semaines que le titre est sorti. Parce que c'est un peu plus compliqué de gérer, de regarder pour le jour même. En général, c'est pas vraiment une playlist pour exactement les sorties qui sortent ce jour-là, mais c'est juste histoire de mettre en avant des titres, quoi. Ok, trop cool. Et maintenant, j'aimerais parler t'en parlais tout à l'heure, des showcases TuneCore. C'est vraiment trop bien. J'ai eu l'occasion d'ailleurs d'y aller et c'est vraiment une super initiative de voir les artistes sur scène et de découvrir, ou de les redécouvrir d'ailleurs, en fonction, j'imagine, de la sélection TuneCore. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, parce que c'est tout nouveau, ça a été créé en septembre. Pareil, les TuneCore Showcase, c'est un projet que j'ai depuis un peu que je suis arrivée aussi. Je me suis dit que le live, c'est super important pour les artistes, encore plus qui débutent, parce que c'est là que la musique s'exprime, c'est là qu'on rencontre le public, c'est là qu'on fidélise éventuellement d'autres personnes qui viennent. Et je me suis dit, mais en fait, faut qu'on fasse ça, parce que nous, on a plein d'artistes qui utilisent le service. Et c'est super cool de se positionner en mode, on est distributeur, mais on donne aussi l'opportunité à des artistes de monter, faire leur première scène, c'est ça. dans un cadre professionnel, avec d'autres artistes sur la prog, parce que sur les TuneCore Showcase, on fait jouer 3 artistes. Donc ça permet déjà eux aussi de se rencontrer, et que le public de l'un vienne voir aussi le concert de l'autre. Ouais. Et pour nous, en termes, en tant que distributeur, ça nous positionne aussi vraiment physiquement sur le marché français. Ce que peut-être d'autres concurrents ne font pas. Ouais. Donc, c'était vraiment ça. Pour moi, c'était vraiment un truc assez important à mettre en place. Et du coup, j'avais ce projet-là quand je suis arrivée chez TuneCore, mais c'est vrai que ce genre de choses, ça met du temps à être mis en place, parce que c'est un budget, faut réfléchir un peu à comment on le fait, avec qui, dans quelle salle, quels artistes, c'est quoi le format, c'est quoi les contenus qu'on va mettre en place, etc. Et ce projet est né du coup en septembre. On a fait la première édition du TuneCore Showcase au Nouveau Casino avec 3 artistes hip-hop. Et la deuxième, où t'es venue du coup, la version pop, c'était le 4 décembre. Pareil, avec 3 artistes. Et ça s'est super bien passé, on est trop contents des résultats. C'était vraiment génial comme soirée, et c'est vrai que c'était intéressant parce que, comme tu l'as dit, ça fait découvrir d'autres artistes en live. Moi, je suis venue parce que je voulais voir Joe La Panique ou Ajar, parce que je savais que tu allais l'accompagner sur scène, on en parlera d'ailleurs. Mais c'est vrai que j'ai découvert, tu vois, Noé, que je suivais un peu sur les réseaux. Je voyais un peu ce qu'elle faisait, mais j'écoutais pas spécialement. Et c'est ça aussi, vous mettez en lien, du coup, en fonction, c'était pop, la musique pop. Mais c'était trop intéressant, et de les voir en live, c'est complètement différent. Et pour eux, je pense que, comme tu as dit, c'est souvent des premières scènes, et pour eux, c'est vraiment bien d'être devant leur public. Donc ouais, c'est une super initiative, une très très bonne idée en tout cas. Merci. Et donc, on arrive à la partie où tu es aussi artiste. On va parler de ta carrière musicale en tant que DJ, productrice de musique. Comment tout a commencé ? Comment est-ce que tu t'es dit un jour, j'ai envie de faire du DJing ? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça ? J'imagine que tu étais déjà tu faisais de la musique, du piano, tu chantais aussi.
Comment tout a débuté finalement? Alors, du coup, moi, j'ai grandi à Brest et il faut savoir qu'à Brest, à cette époque-là, entre guillemets, il y a toujours un festival qui s'appelle Astropolis. Ok. Donc, qui se déroule un peu toute l'année, donc qui se passe dans des salles, dans des boîtes, aussi dans un bois. Tous les ans, il y a un festival au Bois de Carole, incroyable. Et en fait, quand j'ai commencé à sortir, quand j'avais 14-15 ans, donc archi pas l'âge pour aller en soirée de musique électronique, bah en fait, moi et tous mes potes, on allait à Astropolis. Et même si on kiffait pas forcément la musique, parce que Astropolis, c'est quand même assez niche, entre guillemets, c'est de la musique électronique, c'est de la techno, des trucs un peu underground, un peu pas des trucs qui sont accessibles vraiment comme ça. Et à force en fait d'aller à ces soirées, bah, j'ai commencé à vraiment kiffer le son. Et comme tu disais, bah, j'ai toujours fait de la musique, piano, guitare, chant, etc. Et j'étais là, mais en fait c'est trop bien la musique électronique. Et j'ai commencé vraiment à en écouter beaucoup. J'ai même écrit un mémoire de fin d'année sur le marché de la musique électronique. Tellement intéressant. J'aimerais trop le lire. Je te l'enverrai. Ah ouais, trop intéressant. Et donc il y avait ça j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la musique électronique, et en parallèle aussi j'ai mon grand frère qui est DJ. Et aussi quand j'étais petite, c'est lui qui mettait quand j'avais 8-9 ans, c'est lui qui mettait la musique sur mon MP3 parce que c'est le seul qui savait faire. Et en plus de mettre la musique que je voulais, il me rajoutait des titres de musique électronique, du Daft Punk, du Forfila, des trucs même un peu sombres, des trucs d'Eurodance, des trucs qu'un enfant de 8 ans... ta culture musicale, finalement. Ouais. En fait, ça a totalement créé toute ma culture musicale et le fait que je sois là aujourd'hui, que je fais ce que je fais aujourd'hui. Et puis, en fait, petit à petit, au fil des rencontres, je me suis dit... pourquoi j'apprendrais pas à mixer en fait? Et du coup j'ai demandé à mon grand frère, donc il m'a mis dans le garage avec ses platines vinyles, parce que du coup j'ai commencé sur des platines vinyles avec des vinyles codés, donc je mixais pas vraiment sur des vrais vinyles, mais sur des vinyles qui étaient liés à un logiciel. Donc j'avais le toucher du vinyle et j'ai commencé à apprendre comme ça. Et je me suis dit, mais en fait, c'est trop bien parce que le concept, c'est trop cool. Le concept est trop cool. Parce que... Du coup, c'est complètement différent, j'imagine, que des platines normales, non? Comment tu... En fait, au final, c'est un peu la même chose vu que c'est relié à un logiciel et je peux voir ma forme d'onde. Mais le toucher, c'est comme si je mixais sur vinyle parce que du coup, t'as ton vinyle qui tourne et tu dois apprendre un peu du coup à caler. Et du coup, j'ai commencé comme ça. Je me suis dit, mais le concept de mixer est juste trop cool en fait. Genre, je sélectionne des sons qui me font kiffer, je les mets ensemble et je crée un gros truc ensemble qui est cohérent et qui me fait juste kiffer en fait. Et du coup, après, je me suis acheté un contrôleur et j'ai commencé un peu J'ai commencé, j'avais 18. Aujourd'hui, j'en ai 27, donc ça fait plusieurs années quand même. Presque 10 ans, Ouais. Aïe. Du coup, ça fait 8 ans que j'ai appris. Et je mixais principalement dans ma chambre, donc je faisais mes sets. J'ai eu quelques opportunités aussi. La première date que j'ai fait, c'était à l'iBoat à Bordeaux. J'ai eu des opportunités par-ci par-là, mais en fait, je m'étais jamais dit tu peux éventuellement faire en sorte que ça devienne professionnel, avoir des vraies opportunités, développer quelque chose. Donc ça a resté aussi un peu... c'était là, mais c'était pas non plus un objectif de vie, entre guillemets. Et tu mixes quel style de son? Un peu de tout ou... Je mixe pas mal de choses différentes. J'ai commencé avec beaucoup de house disco. House disco. Trop parce que grosse passion pour la musique disco. Et j'étais là, incroyable en fait. De la musique électronique et du disco, incroyable. Donc beaucoup là-dessus au début. Et après, j'ai un peu évolué. Je vais plus vers de la tech house, voire de la techno. Mais quand on me pose la question, j'aime bien dire que mon style, en fait, c'est juste les sons qui me font kiffer. Du coup, ça donne pas vraiment de style musical, mais j'aime bien pas vraiment me limiter sur un style. Vraiment, j'écoute un son, il me fait kiffer, je le mets dans ma playlist, et ensuite, je vois ce que je peux en faire éventuellement dans un mix. Donc, je dirais c'est ça. Et quand tu produis de la musique, tu produis sur quel logiciel ?
Sur Ableton. Ok, d'accord. Et tu produis des sons que tu mixes après? Quel style de son? Toujours un peu pareil, ce qui te fait kiffer, j'imagine. Ouais, bah là, en fait, j'ai vraiment commencé la prod il y a 1 an, même si avant, j'ai toujours un peu commencé à ouvrir le logiciel, voir le genre Ableton qui s'ouvre et que c'était pas du tout ergonomique. Et j'étais là, mais ça a l'air trop compliqué, du coup, je fermais. Je peux comprendre. La peur du logiciel, tu te dis, mais je comprends rien. Je sais là, qu'est-ce qui se passe? Et non, il y a 1 an, j'ai fait une formation avec le compte CPF en cours du soir pour vraiment comprendre comment utiliser le logiciel. Et depuis 1 an, je prod pas mal. Après, je suis encore un peu en train de chercher mon style. Je pense que j'arrive à trouver un peu ce que je veux faire. Alors, quel style musical c'est? Je dirais que c'est de la house progressive, quelque chose de... Moi, ce que j'aime beaucoup dans la musique que je crée, c'est les ambiances assez planantes, avec du synthé, avec de la progression, un peu quelque chose de cinématique, orchestral. Ouais, j'adore. Donc, je me teste un peu là-dessus et je suis toujours un peu en apprentissage, même si je commence à avoir des morceaux qui commencent à avoir une bonne consistance pour éventuellement être diffusé au monde entier. Du coup, voilà, pour la prod. Trop bien, trop intéressant tout ça. Et du coup, je crois savoir que tu fais partie d'un label en tant que DJ. Le label, c'est Unicorn Records. Est-ce que tu peux nous parler de ce label? Depuis combien de temps t'es signé là-bas? Comment ça s'est passé? Du coup, comme je l'ai dit, moi j'ai toujours fait de la musique dans ma chambre, poster mes sets sur SoundCloud, etc. Et je me suis jamais vraiment rendue visible sur mes réseaux sociaux. Genre, il y avait que vraiment mon entourage qui savait que je mixais. Et moi, j'ai jamais dit regardez, je mixe. Et je suis partie en Afrique du Sud avec une amie avec qui j'ai aussi un duo de DJ qui s'appelle Fever 105. Et on a mixé à Cape Town. Trop bien. Et c'est vraiment la première fois que je poste un reel sur mes réseaux en disant on a fait ça. Et du coup... Comment vous aviez trouvé le booking d'ailleurs? C'était par des mails? Non, déjà, on était dans la ville, on allait dans les bars, on me disait est-ce qu'on peut mixer? Ah, ok, d'accord. Des trucs comme ça. Networking, quoi. Voilà, un peu, ouais. Un peu de forcing et non, et du coup elle avait trop, on avait envoyé, ma pote avait envoyé, Johanna avait envoyé des DM à plein de boîtes et tout, et il y en a une qui a répondu et ils ont dit let's go, venez mixer tel jour de telle heure à telle heure. Donc on s'est retrouvés à mixer, c'est trop bien. Et du coup je commençais un peu à me rendre visible et bref de bouche à oreille un peu, je me retrouve à discuter avec Kylian qui gère du coup qui est le dirigeant du label associatif et collectif, qui me dit qu'il est grave intéressé pour me signer au sein du label et du collectif pour que je puisse avoir des dates. Donc j'ai rejoint le collectif il y a 1 an. Il y a 1 an, ok. Il y a 1 an et du coup ça m'a permis de faire une 20aine de dates là en 2024. Et du coup, c'était une de mes questions. C'est eux qui cherchent les bookings, qui te proposent des dates, des events, etc. C'est ça. Ok. C'est en fait du coup chez Unicorn il y a les DJ, mais il y a aussi des personnes autour qui s'occupent de la direction artistique, du booking, cool. de la gestion administrative. Donc on est vraiment beaucoup dans l'asso. Et oui, du coup il y a des personnes, par exemple Méline du coup avec qui je travaille, qui s'occupent de chercher des lieux et de nous booker du coup sur des soirées. Ok, trop bien. Et du coup, j'ai pu voir que tu avais fait des festivals assez prestigieux, notamment le Printemps de Bourges. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler? Comment est-ce que tu as pu participer à ce festival? Comment ça s'est fait, tout ça? Expérience incroyable. J'imagine, ouais. Parce que du coup, comme je dis, j'ai rejoint le collectif en janvier et je commençais du coup vraiment à mixer en club, à montrer que je mixe, etc. Et en fait, j'ai participé à 2 tremplins, parce que du coup, j'ai fait Printemps de Bourges et les Francopholies, pour mixer au Printemps de Bourges et aux Francopholies, et j'ai été sélectionnée. Ah, c'était pour les deux? Non, c'était deux tremplins différents, mais c'était la même démarche. Trop bien. Et j'ai postulé, donc fallait envoyer un set, faut remplir une page artiste sur le site avec des photos, des infos et tout. Et j'ai été sélectionnée.
j'étais Génial. là, qu'est-ce qui se passe? Mais trop bien. Et du coup, je me suis retrouvée au Printemps de Bourges à mixer sur une grosse scène avec plein de gens. Et c'était une expérience juste dingue parce que t'arrives en festival, il y a des gens qui sont là pour t'accueillir, te donner ton bracelet, te dire tiens, tu peux genre t'amener dans ta loge, c'est lunaire quoi du coup quand tu commences. Et j'imagine que t'as dû faire des festivals avant où tu venais en tant que festivalier, et là de passer en tant qu'artiste, ça doit être un peu impressionnant, mais en même temps tellement incroyable. En fait, Printemps de Bourges, j'y suis allée 3 ans d'affilée avant avec TuneCore parce qu'on était partenaires. Oui, en plus, ouais. Et du coup, de me dire que genre c'est toi une année après, maintenant, en fait, je fais partie de la programmation, quoi. C'est fou. Donc, en termes d'expérience et même de visibilité, c'était un truc de fou. Ouais. C'était un truc de fou. Et pour les francopholies, c'était pareil, du coup, c'était un tremplin? Exactement, c'était un tremplin, pareil, je devais envoyer un set. C'était une expérience un peu plus différente parce que j'étais dans une partie du festival accessible gratuitement. Et donc j'ai mixé 2 jours et je mixais 1h30 avant le début des concerts. Je faisais l'entracte entre chaque concert, donc 15 minutes, et le closing. Donc c'était beaucoup plus long, c'était un exercice super différent. Mais tout aussi incroyable à vivre et une bête d'expérience aussi. Donc ouais, en fait, je réalise pas trop que j'ai fait tout ça. C'est un peu mon problème. Mais c'est fou. Mais vraiment, c'est ça qui était trop intéressant quand j'ai fait des recherches sur toi. Tu mets des choses sur les réseaux, mais tu mets pas en avant tout ce que t'as fait. Et c'est vrai que plus je diguais, plus je trouvais des trucs de fou. Et j'étais là, waouh! En fait, c'est pas n'importe qui et c'est dingue. C'est fou. C'est un peu mon problème, mais j'essaie de travailler sur ça en 2025. Mais c'est clair que même en 2024, quand je prends du recul, j'ai fait 20 dates. J'ai mixé au Badaboom sur la main stage, ça c'est cool. Au Panic Room, dans plein de lieux en fait qui sont trop cool et en fait j'ai pas forcément mis à 100% en avant, mais je vais le faire en 2025. Mais carrément, c'est cool. Et pour revenir du coup au TuneCore Showcase, puisque je voulais parler avant de tout ton parcours de DJ, etc. Du coup, quand j'y suis allée, c'était aussi pour te voir sur scène et accompagner l'artiste Ajar. Donc, tu mixais avec lui sur scène. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment est-ce que tu as rencontré Ajar, comment cette collaboration est née et aussi d'expliquer un peu, j'imagine c'est un exercice complètement différent d'accompagner un artiste. Ouais, carrément. Du coup, Ajar, je l'ai rencontré grâce à TuneCore, parce que c'est un artiste TuneCore également. Et en fait, je cherchais des artistes pour faire des interviews, pour faire tous les trucs que j'ai expliqués juste avant, quoi. Et je suis tombée sur lui. J'avais déjà écouté des sons avant d'être chez TuneCore, donc je voyais à peu près qui c'était. Et en fait, on a fait une interview avec lui. Et après, on s'est suivis sur Instagram. Et un jour, longtemps après, j'ai ma pote Johanna qui met une story de moi en train de mixer dans ma chambre. Et il m'envoie un DM, il me dit « Mais tu mixes et tout ?» Je savais pas. La classique, hein. Du coup, la classique. Non, parce que tu le mets pas du tout en avant, j'imagine. Non, encore moins à cette époque-là, tu vois. Donc, mais tu mixes et tout. Je dis oui, et tout. Il me dit moi, je recherche quelqu'un pour m'accompagner sur scène aux platines. Est-ce que t'es chaud? Et je dis oui. Incroyable. Parce que j'essaye de ne pas réfléchir et de me dire vas-y, carrément, je dis oui. Et quelques jours après, il me dit écoute, première scène à la Maroquinerie en première partie. C'est pas n'importe quelle salle en plus. Est-ce que t'es chaud? Je dis oui. C'est génial. Et en fait, vraiment, j'ai essayé de pas du tout réfléchir et pas me dire mais je vais pas réussir et tout machin, parce que j'ai un peu tendance à faire ça. Et en fait, du coup, ça a trop bien fonctionné. Et depuis cette maroquinerie-là, je l'accompagne quasiment sur toutes ses dates. C'est génial, en tant que DJ. Donc, on a fait pas mal de dates à Paris. On a fait la Boule Noire, le Hasard Ludique. Le nouveau casino, du coup, aussi, parce qu'il était booké au TuneCore Showcase. Cool, et c'est pour ça que, en plus d'organiser, j'aime bien mettre une difficulté en plus. Ouais, mais ça devait être une soirée stressante pour toi. T'étais en même temps tu gérais TuneCore et en même temps tu gérais ton mix. Mais je me dis, vas-y, let's go. C'est trop intéressant, je trouve. C'est trop cool. Et du coup, c'est un exercice totalement différent parce que là, pour le coup, je fais pas de transition entre mes morceaux. Je suis vraiment là
en accompagnement pour lancer les tracks quand il faut, arrêter quand il faut, attendre qu'il fasse des interactions, etc. Ou même mettre en place des petites interactions avec des bouts de refrain. Ouais, ce que tu avais fait d'ailleurs. Ouais. C'était la première fois d'ailleurs. C'était trop bien, franchement. Tant mieux. Ok, et du coup, pour revenir un peu avec ce lien TuneCore et ta carrière d'artiste, est-ce que tu penses, comme tu es souvent en contact avec les artistes, que peut-être, bon, j'imagine que tu ne le mets pas trop en avant dans ta carrière pro, mais est-ce que ça met en confiance les artistes parce qu'ils se disent que peut-être tu comprends mieux leur vision, leurs problématiques, parce que tu essayes de les aiguiller? Bah ouais, non, comme t'as dit, c'est pas vraiment quelque chose que je mets en avant quand je travaille. Après, les gens le voient s'ils vont sur Instagram ou autre. Mais du coup, je pense quand même qu'indirectement, dans ma façon d'interagir avec eux, tu les comprends mieux. De parler avec eux, il y a peut-être des choses que je comprends plus facilement que d'autres personnes, peut-être. Donc, ouais, je dirais que ça passe surtout par là. Ouais, dans les échanges, peut-être même des fois dans le conseil, dans la façon dont je vais échanger avec eux, ouais, c'est sûr. C'est sûr. Et en contrepartie, est-ce que tu penses que TuneCore, dans ta vie de tous les jours, t'apporte dans ta carrière d'artiste? Bah, en vrai, ça serait mentir que de dire que non. Ouais. Parce que pour le coup, pour plusieurs raisons, en vrai, parce que déjà, des raisons qui sont positives et négatives aussi, je dirais. Déjà, le premier truc, c'est que grâce à mes études et le fait que je travaille dans le milieu, maintenant j'ai la vision sur un peu comment fonctionne l'industrie, quels sont un peu tous les métiers qui composent l'industrie de la musique, à quoi ils servent, comment ça fonctionne, les différents types de contrats, c'est quoi l'édition, c'est quoi un tourneur, etc. Et c'est vrai que quand t'es artiste et que t'es pas dans ce milieu-là, c'est des informations qui peuvent être hyper compliquées à avoir, à comprendre et à trouver aussi. Donc ça, c'est déjà un truc qui est super cool. Aussi, deuxièmement, je dirais que ce qui m'aide dans mon travail de TuneCore, dans ma carrière d'artiste, c'est que je rencontre vraiment beaucoup d'artistes qui débutent. Et donc, en fait, c'est super inspirant de voir des gens qui essayent de faire de la musique. Ouais. Certains qui ont des parcours hyper impressionnants. Et du coup, c'est super inspirant et je peux identifier un peu les choses qui vont faire que un projet va potentiellement évoluer ou non, entre guillemets. Quelles sont les choses qui sont importantes quand on est artiste autour de soi? Donc ça peut être l'entourage, comment on va communiquer, comment on va faire de la musique. Donc c'est en fait en face de moi, j'ai un peu T'as aussi un peu la vision de pressentir quand ça peut marcher, j'imagine. Aussi. Oui ou non, parce que des fois avec tout ce que tu vois. Mais j'arrive à identifier un peu pas mal de choses, donc ça c'est trop cool. Okay. Et en même temps, c'est trop cool. En même temps, je me rends compte aussi à quel point c'est compliqué d'être artiste. Ah ouais, oui. Il y a tellement de monde qui veut être artiste aussi. Il y a beaucoup de monde et ouais, je me rends compte aussi que c'est un combat, quoi. C'est vraiment un combat. Et des fois, je suis là, ah ouais, c'est compliqué. Mais quand on a la passion et que c'est vraiment ce qu'on veut faire, on se bat et on le fait quand même. Mais ouais, je dirais que ouais, globalement, le fait de travailler dans la musique et faire de la musique à côté, c'est le meilleur setup pour moi. Ouais. Et je pense que comme tu le disais, ce qui serait intéressant aussi, moi je le vis aussi en tant qu'artiste, j'essaie aussi plus j'évolue, plus de connaître un peu toute l'industrie et comment ça fonctionne. C'est aussi l'initiative de ce podcast, de rencontrer des gens et d'en parler. Mais c'est vrai qu'il y a plein de choses que je ne savais pas quand je produisais de la musique, tous les contrats, même l'ADAMI, la SACEM, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Et je pense qu'étant artiste aujourd'hui, il faut connaître toutes ces choses. Il faut faire attention à tout ça. Donc ouais, c'est intéressant. Petite dernière question. Est-ce que tu pourrais nous dire quel serait ton festival ou ton événement rêvé, que ce soit ici ou à l'étranger? Je dirais pour l'histoire et pour boucler la boucle, ça serait Astropolis. Ça serait vraiment trop cool pour moi d'avoir l'opportunité de mixer là-bas. Après, ouais, comme tu as dit,
vraiment, mon objectif, c'est de pouvoir voyager, donc de mixer à l'étranger. Donc, c'est sûr que si j'ai l'opportunité de pouvoir mixer dans d'autres pays, que ce soit les États-Unis ou en Europe, c'est vraiment ce vers quoi j'essaye d'aller. Sinon, quoi, tout comme festival, en vrai, pour moi, en 2012, qui regardait les aftermovies Tomorrowland, mais bien sûr, oui. Et ouais, non, après, un peu tous les clubs mythiques de Paris, que ce soit le Rex. Ça, pour moi, ça serait vraiment des super belles étapes dans ma carrière. Donc, ouais, je dirais que c'est ça. Trop bien. Et bon, je rebondis sur une question, parce que tu parlais de mixer à l'étranger et tu as déjà eu l'occasion avec Cape Town. Est-ce que le public est différent ? Est-ce que tu sens que c'est quand même différent de mixer à l'étranger plutôt qu'en France ? Je pense que j'ai pas eu encore assez d'expérience pour pouvoir le dire. Mais je pense que, ouais, forcément... le public doit être différent, et même en France par rapport à certaines villes, mais ça dépend vraiment de la soirée, mais je pense que ou de ce que écoutent les gens aussi, peut-être que voilà, c'est ça. Peut-être en tant que Frenchie t'apporte quelque chose en soi. Oui, ouais. C'est possible. Et bien c'est la fin de cet nouvel épisode. Merci beaucoup à Tiffaine d'avoir été présente avec nous. Merci à toi. Et à très vite pour un prochain épisode. Ce podcast vous a été présenté par LDI et InProduction. À la réalisation, Emma Basset, et à la production, Amy Aguirre. Merci de nous avoir écoutés, à très vite.